Figurez-vous qu'un seul os, un tout petit os caché à la base de notre crâne, a réussi à déclencher une véritable guerre intellectuelle. C'est ce qui s'est passé en France, au cœur d'une controverse qui mélange paléontologie, évolution et même philosophie. On va décortiquer ensemble l'affaire d'Ambricourt-Malassé. Tout a commencé avec cette accusation, une formule choc, créationnisme à la française. C'est l'étiquette qu'on a collée aux travaux d'une chercheuse tout à fait respectée, et ça a mis le feu aux poudres dans le milieu académique. Au centre de la tempête, il y a une seule personne. Cette personne, c'est Anne d'Ambricourt-Malassé, paléoanthropologue au CNRS, une scientifique rattachée au Muséum d'histoire naturelle. Et face à une accusation pareille, elle a décidé de ne pas se laisser faire. Pour bien comprendre ce qui se joue, on va suivre sa défense point par point. Pour saisir les enjeux de cette controverse, il faut d'abord revenir à la base, à la science pure et dure. Et au cœur de toutes les recherches d'Anne d'Ambricourt-Malassé, il y a un os, un seul os, mais qui, selon elle, pourrait détenir la clé de toute notre histoire évolutive. Alors, cet os, c'est le sphénoïde. Il est bien caché juste à la base de notre crâne. Il faut l'imaginer un peu comme une charnière, une pièce maîtresse d'architecture qui connecte la boîte crânienne avec tout le squelette du visage. Et la manière dont cet os a changé de forme, de position au fil des millions d'années, c'est absolument fondamental pour comprendre comment nos lointains ancêtres sont devenus nous. C'est vraiment la clé de voûte de tout son travail. D'après elle, son analyse repose sur 3 piliers scientifiques, qu'elle a établis depuis la fin des années 80. Premièrement, elle a découvert que tout se joue très, très tôt, dès le stade de l'embryon. Deuxièmement, elle a prouvé ce rôle de charnière du sphénoïde entre le crâne et la face. Et enfin, et ça c'est vraiment le point crucial, elle a montré que l'information génétique qui organise tout ça évolue d'une manière incroyablement stable et lente. Et c'est là que sa théorie prend une tournure vraiment intéressante. Pour elle, l'os en lui-même, il n'est pas le moteur du changement. Il n'en est que la conséquence visible. Le vrai pilote, dit-elle, il est bien plus profond, c'est l'information qui code son développement. Et ce, dès la fécondation. Pour le dire plus simplement, le point essentiel, c'est ça. Ce n'est pas tant l'os qui évolue que le plan de construction génétique qui le fabrique. Et ce plan, lui, il se modifie sur des échelles de temps qui nous dépassent, des millions et des millions d'années. C'est un processus tellement lent que c'est impossible à observer en direct pour un biologiste et c'est très difficile à modéliser pour les paléontologues. C'est en se basant sur tout ça qu'elle va avancer sa proposition la plus audacieuse et sans doute la plus controversée. Un mécanisme qu'elle nomme la mémoire héréditaire. Alors voilà son raisonnement, en quelques étapes. Si ce plan génétique est si stable, c'est qu'il doit bien exister une forme de stockage, une sorte de mémoire interne dans notre héritage. Et si cette mémoire existe, alors l'évolution, ce n'est plus seulement une série de réactions à des changements de l'environnement. Ça devient aussi le déploiement d'un potentiel qui est déjà inscrit en nous. Un peu comme une graine qui contient déjà en elle tout l'arbre à venir. Et là, elle insiste sur un point qu'elle juge capital. Cette théorie, elle la présente comme une base objective pour un futur consensus scientifique, une théorie fondée sur des fossiles et formulée, je cite, sans référence religieuse précisément. D'accord. Mais alors, si tout est purement scientifique, d'où vient cette accusation de créationnisme ? Pour le comprendre, il faut faire un pas de côté. Il faut quitter le terrain de la science pure et s'intéresser à sa réflexion sur les limites de la science elle-même et sur la place qu'elle laisse à ce qu'elle appelle le mystère. Dans ses écrits, en fait, elle s'oppose à une vision de la science qui voudrait absolument tout expliquer, tout rationaliser, au point d'éliminer toute part de mystère. Pour elle, être un scientifique rigoureux n'empêche pas de garder un regard émerveillé, contemplatif face à l'univers. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Elle trace une ligne de démarcation très claire entre 2 domaines. D'un côté, il y a celui de la science, ce qui est mesurable, observable, ce qu'on peut reproduire en laboratoire. Et de l'autre, il y a ce qu'elle associe à l'intime ou à la foi, une expérience personnelle qui, par définition, ne peut être ni mesurée ni reproduite par quelqu'un d'autre. Pour elle, ce sont 2 mondes qui coexistent, mais qui n'obéissent pas aux mêmes règles. Bon, on a vu la science, la philosophie. Il est temps maintenant d'en arriver au cœur du réacteur, sa défense personnelle. Comment est-ce qu'elle répond droit dans les yeux à cette accusation de créationnisme ? La question est donc posée, clairement. Est-ce que sa foi, ou une quelconque croyance, a pu influencer ses découvertes sur le sphénoïde ? Est-ce que sa science est, oui ou non, une forme de créationnisme qui ne dit pas son nom ? Eh bien, sa réponse est sans la moindre ambiguïté. Elle affirme qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre ses travaux scientifiques et une éventuelle foi. Elle va même plus loin en déclarant que c'est historiquement profondément faux et qu'à l'époque de ses découvertes, elle était même distante de toute religion. Sa position finale est donc de bien séparer les deux. D'un côté, il y a un travail scientifique sur l'évolution, basé sur des faits, des fossiles, et de l'autre, il y a un cheminement personnel et la conviction que la conscience humaine, face à ses propres origines, finit par toucher à un mystère. Mais pour elle, l'un n'a jamais dicté l'autre.
Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question qui va bien au-delà de son cas personnel. Dans notre quête de tout savoir, de tout expliquer, quelle place reste-t-il pour ce qui nous échappe? Est-ce que le rôle de la science est de tout résoudre ou est-ce que c'est aussi de nous montrer l'immensité de ce qu'on ignore encore? Le débat reste ouvert.